bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Moi je suis Monique Santeil, la déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Nous avons organisé cette webconférence dans le cadre du salon des transitions professionnelles qui est organisé par le MEDEF pendant un long temps puisque nous avons du 3 au 15 décembre. Et nous avons avec nous Patricia Asensi-Ferré Bonjour à tous. qui va nous parler de résilience aujourd'hui. Et on est tous très intéressés. Donc Patricia, moi j'en ai fini. Bon, pour l'Union des auto-entrepreneurs, il y a pas mal de gens qui la connaissent, qui a une portée nationale, qui est là pour accompagner, à professionnaliser, à aider sur tout ce parcours de la création d'entreprise depuis l'idée jusqu'à la création, jusqu'au développement de son activité, et en passant par des étapes et par des sauts de haie. C'est ce que j'aime bien utiliser comme image. Quand on est entrepreneur, on fait des sauts de haie permanents. Mais pas que. Dans tout un parcours de vie, je crois qu'on fait des sauts de haie. Et Patricia, je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est sympathique de commencer, voir un visage connu, c'est toujours agréable. Donc, moi, je suis la fondatrice de l'association Envie de résilience. Cette association, elle a été fondée il y a 3 ans et elle s'intéresse en fait au rôle de la résilience dans le monde du travail. Je suis tombée sur un tabou il y a quelque temps qui était que dans le monde du travail, on est des cartes de visite, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Et en fait, le problème, c'est que ce tabou de la vulnérabilité, il peut nous empêcher de rebondir et puis il peut priver aussi, le monde économique finalement d'un principe de réalité, qui peut être vraiment, vraiment très intéressant et très vertueux pour son propre développement. Donc l'idée de l'association, c'est d'aller repérer, ceux qui n'ont pas froid à leur vulnérabilité, que ça soit des acteurs, privés, publics ou, de la société civile, des individus, des collectifs qui, face à une adversité, ont mis en place un dispositif, une action qui a une empreinte, positive sur la performance. Et ça s'exprime notamment dans le cadre du prix de la résilience professionnelle, dont l'appel à projet est ouvert jusqu'au 24 décembre. J'en profite pour faire un peu de pub. Alors par contre, au niveau technique, hop là, ça c'est fait. Hop, Alors, déjà, chacun de vous, vous pouvez, dans le petit outil de conversation, on sera assez intéressé si vous avez envie de nous dire pour vous déjà quel est le sens de ce mot, parce que la résilience, on l'entend, c'est ce que je disais à Patricia, on l'entend à tort et à travers un peu partout pour tout, et c'est pour ça qu'on a choisi à l'UAE d'ailleurs de faire ce sujet. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente? Quel est le sens? Si vous deviez donner un synonyme ou deux, trois mots, n'hésitez pas à nous donner votre sentiment. Du coup, ça va venir à ma question d'après à Patricia. En réalité, Patricia. mais effectivement, oui, prendre peut-être une petite minute pour faire émerger Ouais, ces mots-là. voir un petit peu, c'est intéressant. On va survivre, cicatriser, utiliser les variables de son Pas environnement mal, pour rebondir, ouais, pas mal. rebondir après une épreuve. Accepter la réalité et rebondir. Toutes les graines de la résilience qui sont déjà là. Rebondir. Se relever, Résister, oui. trouver des ressources. Revenir. Trouver des ressources. Mmh. Intéressant, toutes ces petites pistes avec des mots qui ont bien du sens. Mais Patricia, je pense que vous allez nous éclairer beaucoup à partir de ces graines. J'aime bien le mot graine, moi. Et puis nous dire un petit peu pour vous le sens de ce mot au sens général, la résilience. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme éclairage général sur le mot résilience? C'est ce qui a été déjà posé en substance finalement selon Boris Cyrulnik qui est, on va dire,
le penseur majeur, en France en tout cas de cette notion de résilience, c'est cette capacité à advenir, à réussir et à se développer en dépit de l'adversité. C'est-à-dire que suite à une épreuve, un choc, un impact, qui peut se matérialiser dans la vie, professionnelle ou dans la vie privée, ça va parler de cette capacité, de cette aptitude à composer avec et effectivement, comme ça a été posé, alors est-ce que c'est la question de se relever, de revenir? En tout cas, c'est un changement majeur entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Et c'est pas tant le monde d'avant ou le monde d'après, j'aurais envie de dire un peu tout de suite que c'est le monde d'avec. Et des mots ont déjà été posés qui me paraissent vraiment importants et qu'on va pouvoir, souligner. Ça parle d'acceptation, ça parle de ressources, ça parle de collectif, ça parle d'engagement. Ça parle de tous ces ingrédients qui font que, la résilience est un processus, complexe, heu, qui parle évidemment de soi, donc qui parle beaucoup du singulier, du jeu, mais qui va se nourrir, se soutenir, se développer grâce et avec le collectif. Si je remets mon micro, c'est mieux. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas non plus? Parce qu'on entend aussi parler de résistance, la résistance, la résilience. Alors, on est un peu mélangé en fait dans tout ça, mais alors qu'est-ce que c'est surtout? Vous nous en avez donné une petite idée, mais qu'est-ce que ce n'est pas aussi? Alors j'aime bien pour parler de cette, de métaphore en fait pour illustrer, ce que serait le processus de résilience. J'ai vu que l'un des participants a un papillon sur, en image de contact. Bah, ça va parler de ça, ça va parler d'une métamorphose en fait. Hier chenille, alors là en plus dans le monde du travail, c'est vrai que voilà, dans les chenilles, dans des rails plutôt voilà qui fonctionnent bien et survient la chrysalide. La chrysalide, c'est ce moment, douloureux, de la chenille qui va se transformer en papillon. Elle est plus tout à fait papillon, elle est plus tout à fait chenille, elle n'est pas encore papillon et cette chrysalide, elle se fait, elle est comparée à une forme de petite mort, une agonie qui se fait à l'abri des regards, qui se fait souvent dans voilà, dans la douleur et dans la solitude et quand ce processus est terminé, bah, finalement, c'est effectivement plus une chenille, mais c'est un papillon et ce papillon, c'est donc une ancienne chenille qui a appris à voler. La résilience, c'est un peu tout ce processus-là, en fait. Hier chenille, cet impact et un nouveau développement, un autre développement. Ce qu'il est important, je pense, de préciser, sur lequel il me paraît vraiment nécessaire d'insister, alors que l'on parle de résilience à toutes les sauces. Donc depuis le mois de mars notamment et en particulier parce que le chef de l'État a prononcé en fait, cette opération résilience qui était le nom de l'opération qui nous permettrait, de combattre, cette guerre et de gagner cette guerre face à la Covid, c'est comme ça que ça a été posé, a été décrétée la résilience. Sauf que la résilience, selon la formule consacrée, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique et ça ne saurait être une injonction. Hem, on connaît déjà suffisamment au travail l'injonction qu'on peut avoir avec la notion de bonheur. Bah, c'est pas parce que le matin je me lève que, je suis très disciplinée, que je vais faire, mon heure de yoga, boire mon jus de carotte bio et que je vais forcément être heureux. Et c'est pas parce que je vais le décider avec ma tête que je vais être résilient, en fait. Ça ne se décrète pas la résilience, ça se cultive et quand Monique, tu parlais finalement de cette graine, on pourrait parler de cette graine. Qu'est-ce qui fait qu'une graine va germer? Elle va avoir un cycle, là on va rentrer dans l'hiver, mais cette graine, elle va avoir un cycle et elle va être tributaire de facteurs, extérieurs qui vont venir lui permettre de se développer, de grandir, de se nourrir et c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on va voir pour entrer un petit peu plus dans les détails, de peut-être du processus de résilience. J'ai un doute sur la slide d'après, je crois que c'est ça, voilà. Je suis à peu près dans le tempo, je ne sais pas Oui, si, oui, bah, tu viens de dire: «Ce n'est pas automatique». En effet, parce que cette injonction, elle est aussi, extrêmement, stressante et contraignante et c'est pas le but, en fait. Alors la question, alors je rebondis sur la question, je crois de Marie-Laure, c'est, je vois prendre la décision de faire pour changer son devenir. Prendre la décision de faire, alors est-ce que déjà, sur quoi on peut agir? Est-ce qu'on peut agir? Sur quoi? Et est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des étapes un peu,
classique entre guillemets ou pas? Ou est-ce que c'est, un peu, comme chacun peut faire? Ou, voilà, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a comment on peut faire en fait? Est-ce que c'est une recette de cuisine? Est-ce que c'est un processus alchimique? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour transformer le plomb en or, le pépin en pépite? Alors oui, il y a des étapes et ces étapes, il va être important de voilà, d'en prendre conscience et aussi de les mettre en perspective avec un autre cycle, qui est un cycle et je crois que le mot a été posé tout à l'heure de la question du deuil, la courbe du deuil. La résilience, et moi, c'est pour ça qu'en fait, voilà, je parle de ce sujet de la résilience professionnelle puisqu'on ne peut pas parler de vulnérabilité. Mais si on parle de résilience, c'est qu'on accepte la première étape et la première étape, elle parle d'un traumatisme, d'une adversité, d'un événement qui, dans notre vie, nous met KO. Je me retrouve moi, je suis rentrée sur cette question-là par la question par l'expérience d'un cancer du sein il y a 7 ans. Bah, l'annonce de la maladie, l'annonce du cancer, le moment du dépôt de bilan, l'annonce du deuil. Je suis le petit lapin en plein phare, d'une voiture, sur une route départementale et là, il y a un moment où c'est une explosion, à la fois émotionnelle, physique, psychique, morale. C'est un tourbillon, un cataclysme et cette phase-là, voilà, c'est ce moment-là qui est le point d'impact, le point de départ. Après cette situation, finalement, on a une alternative. Alors elle ne se décrète pas là aussi, mais face à un tel événement, face à un tel traumatisme, je vais être dans ce qu'on appelle la sidération. Je me dis: «Voilà, je suis les fesses par terre, je fais comme ça». Selon la nature de l'impact et selon finalement les premières ressources que l'on va avoir à disposition de soi, donc ses propres ressources et les ressources de l'extérieur, bah, soit je vais rester dans cet état de sidération et donc dans cet état traumatique. Et on parle de syndrome post-traumatique, où là, pour le coup, on a un besoin de prise en charge, psychique, enfin, avec des choses qui sont vraiment plus du registre du ce que j'oserais qualifier de lourd. Soit effectivement, il s'est passé quelque chose de très violent, mais à un moment où je suis un peu étourdie, je suis un peu mais petit à petit, je vais faire face et c'est là où on va être vraiment dans cette entrée de parallèle avec cette courbe du deuil, parce que la courbe du deuil, elle commence par un choc. Elle commence aussi souvent par un déni. Ça peut s'exprimer par un sentiment d'injustice, par le fait de refuser ce qui est, parce que c'est insupportable, c'est intolérable, c'est inconcevable. Ça peut être un moment où on peut ressentir aussi énormément de colère. Et cette colère qui est souvent décriée, l'émotion, c'est comme dans une voiture. La colère, c'est un clignotant, quand il y a un voyant qui sonne au rouge, il dit quelque chose. Mais c'est cette colère face à cette injustice et puis, petit à petit encore, et c'est vraiment une logique de petits pas, de pierre à pierre, je vais me retrouver un peu à faire face. Moi, je reprends le parallèle avec ma propre histoire du cancer. C'est ce moment où finalement, tous les traitements, on connaît le protocole, on sait par quoi on va passer, on sait que ça va pas être facile, mais on a commencé à identifier aussi des ressources, on est pris en charge et donc c'est ce moment où on va peut-être se redresser un petit peu et on va petit à petit reprendre pied. Ce moment où en fait, on va commencer à négocier un peu avec ce qui est. C'est pas encore l'acceptation, mais finalement, ce qui est vécu là, l'épreuve que je rencontre, elle est là, elle est face à moi, hem et je vais devoir composer et je sens que je vais devoir composer et ce qui est finalement le plus paradoxal dans ces épreuves que l'on a à vivre, c'est que c'est l'occasion singulière d'une rencontre avec soi-même. L'occasion de toucher finalement sa finitude personnelle ou professionnelle, c'est hyper paradoxal, mais finalement, c'est le moment où je vais me retrouver aussi face à moi-même et face à mes propres ressources et face à comment je vais pouvoir mobiliser les choses. Ce qui arrive aussi, je parlais des émotions où, la colère, elle est cette première émotion, explosive, heu et encore une fois,
je me permets de la nommer parce que le risque avec les émotions, il y a quelqu'un qui disait: «Ce qui ne s'exprime pas s'imprime», et c'est que l'émotion, comme une colère qui est ressentie, si elle ne trouve pas un terrain d'expression, soit ça va exploser quelque part, soit ça va imploser. Et le meilleur allié, en fait, de comment dire, de quand on a à vivre une situation comme ça, c'est de se retrouver soit dans une forme de conditionnement où, c'est un peu comme on se retrouve un peu à être le sportif de haut niveau de notre propre vie, de notre propre marathon, de ce qu'on a à vivre. Donc j'insiste sur cette question de la colère pour dire aussi que bien souvent après la colère arrive une autre émotion qui est aussi l'émotion qui est la tristesse. Alors c'est vrai que c'est des émotions qui sont plus ou moins autorisées, selon qu'on est femme. Alors quand on est femme, on a plus le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur. Quand on est un homme, c'est un peu moins, hein, dans les conditionnements, classiques, un peu moins autorisé. Pour autant, encore une fois, l'idée c'est qu'on va faire la résilience est un long chemin avec plusieurs virages, avec des côtes, des descentes, des obstacles, et en fait de ma capacité à identifier, à ressentir cette émotion qui me traverse, ça va être vraiment quelque chose de très, très important. La colère, elle dit que j'ai besoin d'être respectée, elle parle de mon intégrité. La tristesse, elle va parler de mon besoin d'être, rassurée, d'être écoutée. Et encore une fois, ce chemin, c'est vraiment aussi un chemin de découverte de soi qui fait que quand on sera dans l'après, qu'on se retournera, on pourra voir le chemin parcouru. Mais c'est quelque chose qu'on fait d'abord seul avec soi-même. Je reprends voilà, ce parallèle parce que moi, c'est celui que je connais le mieux. Je me rappelle quand j'avais vu mon généraliste et qu'on avait regardé mes analyses, il m'avait dit, «Quoi qu'il arrive, tu peux avoir du monde autour de toi, mais ce ne sera jamais que ta maladie. Donc ce ne sera jamais que ton propre traumatisme, ton propre deuil à faire face à soi, mais au sein d'un collectif, au sein d'un environnement qu'on va pouvoir aussi apprendre à mobiliser». On est donc dans cette phase où finalement on s'est dit: «Voilà, j'ai été sonnée, je reprends un peu mes esprits, je vais commencer peut-être un petit peu à me redresser, je vais commencer à reprendre un peu pied». Comment je vais réussir à reprendre pied quand je suis sonnée? Et là, l'invitation que j'aurais à vous faire, c'est que, alors oui, on est en 2020. C'est vrai que cette année, elle est singulière, elle vient, on est pour beaucoup sur un ring de boxe. Je reprends l'uppercut, on s'en prend quelques-uns, et pour autant, on en a vu d'autres. Et on est encore là, aujourd'hui, relativement debout, pour témoigner aussi qu'on en a déjà vu d'autres. Et l'invitation que j'aurais à vous faire, c'est de noter dans un petit coin de votre tête, de vous demander, sur une expérience, douloureuse passée, ce que vous avez réussi à mettre en place pour être encore là, debout aujourd'hui. Parce que finalement, cette expérience passée, alors la résilience, c'est pas automatique, c'est pas parce que j'ai réussi hier que je réussirai demain. Néanmoins, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai déjà réussi à traverser, c'est ce qui va venir soutenir aussi mon estime de moi-même, en fait. Parce que pour pouvoir continuer le chemin, il va falloir que je me fasse un peu confiance et je vais avoir besoin de restaurer aussi un peu, de soutenir un peu cette estime de soi. Et finalement, quand j'ai déjà vécu quelque chose et que, hem, j'ai mis en place des petits mécanismes, hem, pour me soutenir, pour évacuer. Je reparlais des émotions et ça, on rentrera un peu plus dans le détail après, mais finalement, ça va parler à titre personnel de comment je fonctionne. C'est quoi mon trait de caractère? C'est quoi ma manière de gérer le stress, de gérer la pression? Heu, je disais: «Est-ce que je sais déjà identifier un peu mes émotions? Mais est-ce que je sais quand j'ai besoin de souffler?» Certains sont sportifs, on ne peut que les inviter à continuer à à le faire puisque l'activité physique, même la marche, sans être obligé de faire du trail et d'aller dans le dur, va venir réguler aussi ce qui se passe dans la tête parce que finalement, dans les premières étapes, du processus, ce qui va être compliqué, c'est aussi cette petite voix qu'on va entendre à l'intérieur de notre tête, qui va peut-être être là pour nous juger, pour nous dire qu'on aurait dû faire comme ci, qu'on aurait dû faire comme ça, que vraiment un tel nous avait bien dit, que ci, que ça.
Et cette petite voix, il va falloir qu'on la fasse sortir de notre tête parce que là, on a besoin vraiment, hem, ce que vivent les entrepreneurs aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils préparaient les Jeux olympiques, hein, quand même, hein. Donc 2024, c'est pas demain, demain, mais en même temps, c'est quand même maintenant que ça se prépare. Donc qu'est-ce que je fais de cette petite voix quand elle me dit que, je vais pas m'en sortir? Qu'est-ce que je fais de cette petite voix quand j'arrive pas à dormir? Et là, l'invitation, ça va être aussi d'aller regarder un peu, quels sont mes besoins. Alors c'est vrai que quand on est dans le dur et qu'on se dit qu'on a tout à faire pour essayer de tenir bon, oui, c'est foutu saboteur, absolument. Je vois passer les mots en même temps, on peut le nommer comme ça. C'est pas mal de lui donner un petit nom, un petit conseil en passant. Cette petite voix qui vient vous raconter un truc, on a tout à fait le droit de lui donner un petit nom parce qu'en fait, cette petite voix, c'est pas que vous, c'est une part de vous. Alors si elle commence à vous parler trop souvent, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un autour de vous quand même. Mais c'est important aussi de la dissocier un petit peu parce qu'effectivement, ce saboteur. Mais l'autre petite voix qui dit: «Bah tiens, là, en fait, j'ai juste besoin de peut-être que j'ai juste besoin de me taper un bon film, en fait. Peut-être que j'ai juste besoin, d'aller marcher 10 minutes». Et l'idée va être aussi dans ce marathon d'identifier ce qui nous fait du bien. Ce qui va venir nous permettre de faire fondre un petit peu cette rumination, donner un petit peu d'oxygène. Et là, on va rentrer effectivement sur ce qui nous appartient et de dire en quoi, même si la résilience n'est pas automatique, comment on peut quand même être acteur de ce processus. Effectivement, apprendre à écouter ses besoins, mais bien souvent, en fait, quand on est, au taquet, enfin, ces besoins, on n'y pense même pas. Il y a des personnes et on ne peut pas leur jeter la pierre, on n'imagine pas tous qu'on a des besoins, en fait. On travaille, on s'occupe de la famille, on s'occupe d'un parent, enfin, en mode automatique, on n'a pas cette culture-là et puis en plus, s'accorder un petit plaisir alors qu'on est dans le dur, c'est pas forcément évident et c'est d'autant plus nécessaire. Donc l'invitation encore une fois là, c'est d'aller, voilà, identifier ce qui nous fait du bien. Surtout qu'on est dans une période qui est quand même aussi très contrariante, puisque finalement on aurait pu traiter cette question-là il y a un an. Elle était aussi d'actualité parce qu'il y a des gens effectivement, des entrepreneurs qui sont aussi dans le rebond et des gens qui connaissent, voilà, des bifurcations, on va dire, dans leur trajectoire professionnelle. Mais aujourd'hui, on est aussi dans un contexte où finalement on est mis en distanciation sociale et que parfois quand ça va pas bien, bah, rien de mieux que de prendre quelqu'un dans ses bras, ou de voir un proche, donc là, comment dans ce contexte-là, je pense aussi à, à ce soutien, à exprimer mes besoins parce qu'on va le voir, il y a effectivement ce qui nous appartient, mais on peut pas faire acte de résilience seul. C'est quelque chose qui part de soi et qui va se conjuguer et en fait, là, on va peut-être rentrer un petit peu justement, heu, avant de continuer les dernières étapes, on va dire, du processus, mais quels sont mes points d'appui? La résilience, en fait, il y a 3 types de facteurs qui vont venir la soutenir. Il y a les facteurs personnels, donc ce qui nous appartient. Heu, on peut parler de la personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui, déjà, bon, un un penchant plutôt à voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Est-ce que je suis quelqu'un qui, quand il rencontre une difficulté, heu, garde plutôt ça pour soi ou a plutôt tendance à partager? Est-ce que, dans mes croyances, dans mes valeurs, on a déjà peut-être le droit à l'échec et on a peut-être, effectivement le fait que, la vie est faite de rebonds. Hem, je parlais aussi des émotions, je reviens encore dessus. Est-ce que voilà, est-ce que, je subis mes émotions ou est-ce que, je commence un peu à vivre avec et à voir un peu comment on a peut-être des choses à se dire? Hem, pareil, on a tous plus ou moins, alors là, c'est plus du registre effectivement de nos fonctionnements, un peu psychologiques, mais des mécanismes de défense, des choses qui viennent nous protéger. Hem
il y en a pour qui l'humour, alors on s'en rend pas forcément compte parce qu'on peut faire ça très naturellement, mais finalement, même l'humour un peu noir, de temps en temps, permet de mettre une certaine distance avec ce qui est vécu. Hem, le fait d'être un peu tourné vers les autres, d'être un peu acteur, par exemple, et là on va aller, sur la question du lien social, mais par exemple l'altruisme, le fait d'être tourné vers l'autre, de se retrouver être un peu bénévole ou enfin en lien avec d'autres, ça va venir aussi soutenir ça. Alors l'idée est pas de dire que, si, on n'a pas le sens de l'humour, heu, qu'on a l'habitude de rester tout seul dans son coin, qu'on voit le verre à moitié vide tout le temps, on va pas s'en sortir. C'est pas forcément ça. Le tout, c'est encore une fois d'identifier un peu notre petite carte d'identité, un peu de voilà, un peu de qui on est, de comment on fonctionne et de continuer là aussi à être, non pas dans le jugement avec cette petite voix, mais peut-être dans l'observation et de se dire: «Bah, tiens, là, je sens un gros coup de pression. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme ça, mais est-ce que je pourrais faire autrement? Et qu'est-ce que je pourrais faire autrement?» L'autre élément qui va être fondamental et c'est là où du coup il y a un vrai enjeu et cette année, voilà, avec le confinement, renforce encore plus la vigilance sur cette question-là, c'est le facteur, social, familial, le facteur collectif, le maintien du lien. Sans maintien du lien, hem, encore une fois, je peux décréter, je peux être en mode automatique, je peux faire, 5 heures ou 6 heures de sport par jour, je peux faire tous les podcasts, les machins et cetera. Mais si je suis seule avec moi-même, je vais à la fois me dessécher et on va avoir besoin de ce sentiment d'appartenance. Et c'est là où je trouve qu'effectivement et on a eu l'occasion d'un peu échanger avec Monique, dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs. Tout ce qui va être mis en place comme une thématique comme ça, là, où on va pouvoir parler un peu, en authenticité, sans jugement, avec d'autres qui, voilà, qui partagent un bout de notre vécu. Bah, le fait d'appartenir à cette, j'oserais dire communauté, puisque c'est une communauté de personnes, ça va être soutenant. Et le risque, encore une fois, c'est le moment où je vais pas bien, bah, je risque d'aller dans ma grotte. Sauf que ce moment où justement où ça va pas très bien, bah, si je dois garder un tout petit peu d'énergie, c'est peut-être pour essayer de me faire sortir de ma grotte et d'aller trouver effectivement dans le collectif, ce soutien. Je partage un truc là, c'est, un petit truc qui m'a fait bien plaisir. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 8 ans et l'autre jour dans un des magazines d'enfants, il y avait la présentation d'une princesse. On parlait de la princesse et en fait, et ben, on disait qu'en fait, une des qualités de la princesse courageuse, c'est la princesse qui sait demander de l'aide. Alors ça, j'ai trouvé ça quand même super comme petite graine à planter chez ma fille de dire qu'il était courageux de demander de l'aide. Je me permets de le partager à ce moment-là et d'insister peut-être un peu lourdement sur la question en convoquant cette princesse courageuse, mais c'est courageux de demander de l'aide et en même temps, c'est quand je peux aussi apporter moi-même mon utilité, que moi aussi je vais me renforcer dans ce que j'ai à vivre et c'est vrai qu'il peut être intéressant de réfléchir avec, voilà, quand on a autour de soi, souvent quand on a monté ou une entreprise ou qu'on fait partie d'un petit réseau, d'avoir l'occasion d'échanger ce qu'on dit avec ses pairs. Et d'oser demander de l'aide, bah, quelqu'un qui est là à côté de vous et qui peut vous apporter cette aide et ben ça va lui faire aussi énormément de bien. Et donc vraiment encore une fois, l'écoute de mes besoins, l'observation de qui je suis, comment je fonctionne et comment je peux m'inscrire dans un sentiment, dans un voilà, dans un maintien du lien, dans un collectif. Et en fait, tout ça va faire que ça va pas effacer, on va dire le on parlait tout à l'heure, il y a pas de hiérarchie dans la souffrance, en fait. Il y a pas de voilà, je veux dire même ce sentiment, voilà, cette adversité, ça va pas, voilà, si j'ai voilà, si je vis un deuil, si j'ai une maladie, elle sera néanmoins, tout ça, petit à petit, va faire que je vais rentrer dans une phase, en fait, d'acceptation. Oui, c'est là, évidemment, je m'en serais bien passée,
évidemment, je le souhaiterais à personne et pour autant, c c'est là, je le regarde en face, j'ai mes 2 pieds au sol, j'essaye d'avoir la tête un peu hors de l'eau et je vais composer avec. Je vais composer avec le fait que ça sera plus jamais pareil et en même temps, ce qui est assez hallucinant encore une fois et ce qui est vraiment le paradoxe, ou même, presque la comment dire? La schizophrénie un peu presque finalement de cette question de la résilience, c'est que dans l'adversité, parfois, il y a des effets secondaires positifs. Alors c'est sûr que quand on est dedans et qu'on vient de se manger une vague, il est évident que on ne va pas le voir tout de suite et c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de résilience, on parle d'avoir conscience qu'il y a une graine qui est plantée, qu'on va avoir besoin de prendre soin de soi, que cette graine, elle a donc besoin d'un terreau et que, bah, le terreau, il a besoin d'être le plus fertile possible. Donc comment on peut être acteur pour un peu renutrir ce terreau en étant à l'écoute de ses besoins, en étant, en lien avec les autres, peut-être en étant un peu attentif et là, l'idée, c'est encore une fois pas d'être dans le jugement, mais je reviens avec ce sportif de haut niveau qui prépare les jeux olympiques, bah, il faut qu'il fasse un petit peu attention à comment il dort, peut-être un petit peu attention à comment il mange. Sans tomber dans le probiotique et le jus de carotte bio, hem, d'avoir une petite conscience aussi que, ce qu'on consomme, bah, c'est quand même l'essence qu'on met dans notre moteur et la qualité de notre sommeil ou la quantité de notre sommeil va faire aussi que, peut-être en prenant soin de soi sur cet enjeu-là, il est quand même plus facile, heu, ou moins difficile d'avoir de l'énergie positive quand on a une hygiène de vie, en tout cas qui est, quand on prend soin de soi, voilà. L'idée, c'est aussi de conjuguer la tête et le corps parce qu'on va avoir besoin de ses pieds pour continuer la route et en fait, ce qu'on va voir, c'est que, ce moment où là, finalement, je vais reprendre petit à petit pied, où je vais être dans ce travail d'acceptation, bah, vont se présenter à moi des tout petits pas, des petites victoires. Des petits trucs qui, en temps normal, franchement, n'auraient aucune importance. Moi, je vais prendre un exemple. Hem, le jour où j'ai été capable d'aller chercher ma petite fille à la crèche, alors que j'avais terminé les traitements de chimio, j'ai réussi à aller la chercher avec ma poussette et on est allé faire des courses. Truc de dingue. En soi, c'est rien, c'est d'une banalité, enfin, pour n'importe enfin, voilà et ben ça, je vous y pense là, j'en ai encore des frissons, en fait et c'est de s'octroyer aussi, hem bah, ces petites victoires, c'est-à-dire c'est un petit truc de dingue, ouais, bah, peut-être que je sortais plus, peut-être que j'appelais plus personne. Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai appelé. Tiens, je regardais que des trucs qui m'angoissaient un peu. Bah, tiens, j'ai, et d'aller identifier et notamment au moment où on se couche. Alors il y a une technique qui parle des trois kiffs par jour. Mais de se dire au moment où je me couche, de repenser à trois petites choses, 3 trucs que j'ai fait dans ma journée, qui m'ont fait du bien ou qui ont fait du bien et de s'endormir là-dessus. Et vraiment, encore une fois, c'est, hem, quand on doit construire quand on doit reconstruire une maison, on va mettre côte à côte des petites pierres et c'est ce travail de petit pousset qui va faire qu'à un moment, on va reconstruire quelque chose et quelque chose qui va tenir la route. Mais là encore, c'est aussi très important j'insisterai jamais assez sur le fait que voilà, l'idée est pas d'être dans le jugement, mais plutôt dans l'observation et puis ce moment-là où finalement je commence à reprendre pied, ce qui va être assez intéressant à observer, c'est que c'est un moment où finalement, très étonnamment, je vais commencer à donner du sens à ce que j'ai vécu. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des effets secondaires positifs. Alors dans le monde du travail, on parle beaucoup, des soft skills, ces compétences, ces aptitudes, que peuvent être,
l'empathie, l'agilité, le sens des priorités, l'entrepreneuriat, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que même l'innovation, elle se cultive dans le rebond. C'est-à-dire que l'innovation qu'on appelle de nos voeux partout dans le monde économique, eh ben, bien souvent, elle a commencé par une erreur ou un échec, et c'est admis. En rigolant, la tarte tatin serait pas la tarte tatin si elle s'était pas cassée la figure. Pardon, je ne veux pas dire qu'on est des tartes tatin, mais je pense que l'image est parlante. La perle de culture, ne serait pas, enfin voilà, le la perle de culture, elle existe aussi parce que l'huître, face à l'intrusion du grain de sel, à un moment, elle va mettre en place des mécanismes qui vont faire que ce grain de sable va se transformer en perle de culture. Donc l'idée, c'est de ça aussi, et de se dire: «Mais finalement, quand je regarde cette histoire», alors on n'est pas encore au moment où je veux dire que franchement, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Maintenant, j'avoue que moi, mon cancer, il a 7 ans, donc je suis un petit peu plus la maline et que j'ai un peu plus de recul par rapport à ça. Mais heu, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la question du rapport au travail et de qu'est-ce que j'allais faire quand je serai grande et qu'est-ce que font les gens quand ils ont vécu une adversité. Bah, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, finalement, ça a donné un petit peu de sens à l'épreuve que j'avais vécue, parce que est-ce que je me serais posé cette question-là un jour? Est-ce que, en l'occurrence, moi, je suis persuadée que j'aurais pas créé ma boîte et j'aurais sans doute pas créé cette association, en fait, si j'étais pas passée par là. Alors l'idée est pas de dire, «Youpi, formidable, je suis en train de me casser la gueule, je vis un truc hyper douloureux et on va pas faire de l'injonction, encore une fois». Mais quand on arrive finalement, pour rester dans ces étapes de la résilience, ce moment où on va commencer à percevoir un sens, on va commencer à poser un autre regard sur ce qu'on a vécu. Bah, là, finalement, on va enclencher la courbe du deuil, elle fait un truc comme ça, là, et en fait, on a fait le choc, le déni, la colère, la dépression, l'acceptation, et puis, ah! Là, ça va commencer à remonter. Une émotion qui apparaît à ce moment-là, souvent, c'est la joie, et en fait, la joie, elle a un seul besoin, la joie, c'est d'être partagée, et c'est ces petites victoires, et ces petites victoires, elles peuvent se partager, et ce moment où finalement je commence à donner du sens, c'est bien souvent le moment où je vais pouvoir commencer à témoigner aussi. On voit, il y a certaines associations, notamment dans le rebond entrepreneurial, mais dans d'autres secteurs où finalement, où des personnes qui ont vécu viennent transmettre et soutenir auprès d'autres, heu, que ça soit, voilà, après une maladie, après un dépôt de bilan, peu importe, mais finalement ce moment où mon expérience, ce que j'ai vécu, je vais pouvoir le mettre à disposition d'autres. Et dans le processus de résilience, ce moment où finalement je peux commencer peut-être à transmettre cette expérience, modestement, hein, à mon petit niveau, hein, je n'ai vécu que ce que j'ai vécu, mais en tout cas, si ça peut être utile à quelqu'un, et ben, ce moment de transmission, il va venir, on était avec la graine là. Voilà, on a les racines, on a le tronc et on va commencer à déployer les branches. Forme d'enracinement, et l'étape, on va dire, ultime, en tout cas de ce processus de résilience dans ce cas en particulier, c'est ce moment où finalement, ben, ce que j'ai vécu, a presque de la valeur. Parce que le moment où voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, je vais pouvoir me retourner sur ce que j'ai vécu, bah, probablement que j'aurais rencontré quelqu'un, moi-même. J'aurais commencé à dialoguer un petit peu avec, savoir un peu comment je fonctionnais, qu'est-ce qui était important pour moi, de quoi j'avais besoin, comment je fonctionnais. Je serais là peut-être en train de me dire que, bah, je suis encore là pour pouvoir dire que oui, je me suis cassé la figure, oui, j'ai eu mal, mais je suis encore là, je suis debout, et en plus, sur la route, j'ai probablement été utile avec quelqu'un d'autre. Et là, en se retournant, on pourra, voilà, intégrer, et c'est la fin, en fait, de cette étape du deuil aussi. J'aurais intégré l'expérience qui a été vécue,
avec ce feu d'artifice, d'émotions, de remise en cause, de questionnement, de petits éclatements, de petites explosions collatérales. Parce que forcément, quand on vit des choses aussi, aussi fondamentales, ça vient nous questionner nous, mais ça vient aussi nous questionner dans nos rapports aux autres. Parce que quand je vais pas très bien, bah, j'ai peut-être moins envie de compagnie, donc la personne avec qui je vis, je sais peut-être pas trop comment lui dire, comment elle l'a vécu, comment et cetera. Mais ce chemin, encore une fois, est un la résilience, c'est vraiment un voilà, un processus, un chemin, qu'on fait à pied. Hem, il y a quelques étapes, quelques escales. On a l'occasion souvent de rencontrer moi, c'est vrai que j'avoue que, hem, c'est un chemin, quand on a la possibilité de le vivre, tel qu'on est en authenticité, eh bien souvent ça nous permet aussi de croiser des personnes, qui sont authentiques aussi et de nourrir vraiment, voilà, de belles rencontres et de faire qu'à posteriori, on aura aussi un peu, réaligné, qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qui fait sens et qu'on est debout, heu et que oui, on s'est peut-être planté, mais on est debout. Et c'est l'invitation à, oui, à l'observation de soi et à l'indulgence. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être à l'écoute de ses besoins et on a le droit de demander de l'aide. Voilà ce que je peux dire à ce stade? Je ne sais pas si Bah, le merci, droit à l'erreur, ouais. merci Patricia. Moi, sur le sujet des entrepreneurs ou de l'entrepreneuriat, enfin qui anime évidemment l'UAE en matière de résilience ou sur les questions qu'on peut avoir sur les personnes qui aujourd'hui, alors c'était valable avant le Covid, hein, pour des crises traversées personnelles, parce qu'aujourd'hui on traverse tous la même crise, tout le monde est presque, j'ai envie de dire, sur le même pied d'égalité face à ce qui nous arrive. Mais il y a aussi eu des gens avant qui avaient des crises économiques, des crises personnelles, des crises effectivement dues à un deuil, une séparation, une maladie, et qui font qu'on est par terre. Alors, anéanti, moi, c'est souvent le mot que j'entends, c'est je suis anéanti, je ne m'en sortirai pas. Et ce que je retiendrai de ce que tu as dit, alors j'ai bien aimé l'histoire du courage de la princesse, enfin au-delà de la princesse, mais le courage de demander de l'aide, c'est hyper important et ça rejoint ce qu'un participant a dit, c'est trouver des ressources en fait. Et les ressources, on en a forcément autour de soi, mais c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Et c'est pas être faible que de demander de l'aide. Au contraire, c'est vraiment faire un acte d'aller chercher auprès des autres, même si c'est pour rien, qu'est-ce qu'on risque? Vous risquez un non, en fait. Mais vous risquez surtout un oui et un peut-être et un pourquoi pas. Et moi, j'aime bien le pourquoi pas dans la résilience. Enfin, je trouve que, et pourquoi pas essayer ça et pourquoi pas faire ça. Et faire une petite chose, quand tu donnais l'exemple d'aller faire effectivement, d'être allé chercher ta fille, bon, mais dans la vie professionnelle, c'est faire un courrier, un mail, essayer de faire un truc, même si c'est qu'un seul truc dans la journée, mais au moins c'est avoir fait une chose qui va encourager à faire deux autres choses le jour d'après, trois autres, peu importe quand, mais en tout cas, c'est cette espèce de mécanique qui fait que ben, on reprend confiance en fait aussi. C'est reprendre confiance en sa capacité à faire et à tenir la distance. Parce que moi, je trouve que dans tout ça, et on le voit avec la crise sanitaire, depuis le premier confinement et le deuxième arrivant, la distance à tenir est difficile. Et donc, on ne peut pas faire tout d'un coup. C'est pas vrai. On ne peut pas dire oui, il faut absolument être résilient. Demain matin, je vais me lever, je vais être résilient. Non, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu as dit aussi sur l'importance de la communauté. Oui, c'est une communauté de gens qui peuvent partager des expériences, qui peuvent partager des difficultés, des petites victoires, mais c'est hyper essentiel. Voilà, se tourner vers les autres, ne pas rester tout seul pour justement pas ruminer et trouver des clés en fait pour pouvoir ouvrir une porte, puis une autre porte, puis une autre porte, et puis avancer à son rythme. Et il n'y a pas non plus un rythme. Il n'y a pas une façon de faire qui est à suivre. C'est pas une recette comme tu l'as dit au début, mais chacun se combine aussi un peu la sienne, en fait. Chacun met un peu ses ingrédients et puis fait à son allure, à sa capacité.
Merci pour ces éclairages. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Alors, attends, il y a peut-être des questions par écrit. La question du processus Ouais, qui semblait long, donc je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est chacun son temps. Et ouais. le temps, c'est quelque chose de très relatif, en fait. Voilà. On peut aller très lentement au démarrage. On peut rester, vraiment, et puis après ça s'enclenche. Le tout surtout, c'est voilà, de ne pas chercher à brûler les étapes avec la tête, en fait. C'est vraiment un ensemble et peut-être de dire ce qui a été posé aussi sur le droit à l'erreur. Mmh. Peut-être se rappeler quand même, quand on a appris à marcher, je ne sais plus en moyenne le nombre de fois on est tombé, mais je crois que c'est 3000 fois, hein. Je crois qu'on est tombé 3000 fois avant d'apprendre à marcher. À l'époque, autour de nous, globalement, les gens étaient là: «Ouais, super, vas-y, continue, tu vas y arriver» et cetera. Bah, on peut peut-être se remettre dans cette posture-là de voilà, de s'encourager aussi par rapport à ça parce que c'est formidable de continuer à se battre. C'est qu'on ait envie, en fait. Oui, exactement et puis ça se partage. Enfin, j'ai bien aimé aussi le partage des joies, mais tant de difficultés, mais des joies aussi. C'est quand on a un moment qui se passe bien et quelque chose qui s'est bien passé et qui amène vers demain, vers l'avenir, en fait, c'est hyper essentiel de pouvoir le partager. Mmh. C'est des chemins de partage, en fait. Mais alors, oui, le processus semble long, je rebondirais bien sur, si tu peux dire un mot sur ce qu'a dit Fatima, parce que c'est souvent ce qui arrive en premier, nous, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Oui, mais ça va être hyper long, mais comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? C'est souvent une grande question et souvent la même, par contre, celle-là. Alors je reprends une image. Quand on doit manger un éléphant, ça se fait à la petite cuillère et c'est sûr que c'est voilà, et en même temps, alors après voilà, là ça parle de moi, mais c'est ce que j'ai pu constater aussi, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, d'envoyer un mail, de se mettre dans l'action. Mmh, Même une petite action, pas un gros truc, pas voilà, là, il faut faire attention à la pression qu'on se met et c'est vrai le risque avec la résilience, c'est cette question de l'injonction, c'est pareil. L'injonction, aller vite, à vite trouver des solutions, vite trouver ci, vite une pression, une pression, une pression, une pression. Quand on est dans l'action, on va sortir de la rumination et on va sortir de la peur et ça va venir réenclencher quelque chose et encore une fois, oui, il y a un sentiment d'urgence à trouver, des solutions. D'où l'importance effectivement de demander de l'aide parce qu'à plusieurs, on est souvent meilleur pour trouver des solutions quand même et vraiment d'avoir un regard d'indulgence. Alors je sais que ça peut paraître voilà, mais le meilleur allié dans ce processus, c'est soi en fait et de se dire, «Si je m'adressais à mon meilleur pote, qu'est-ce que je lui dirais en fait?» et peut-être de s'appliquer à soi-même ce qu'on dirait à son meilleur ami quoi. «OK, tu pas le temps, c'est le ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» et c'est pour ça encore une fois voilà les 3 petites choses, qu'on a fait le soir, pas mal d'avoir un petit carnet aussi où on les marque parce que du coup, c'est pas mal de temps en temps de se faire un petit journal des bonnes nouvelles, quoi. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ci, j'ai fait voilà, j'ai appelé un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah, si dans une semaine, j'ai un petit coup de moins bien, bah, je retourne mes pages et je vois quand même tout ce que j'ai fait. oui, ça Parce que c'est c'est pas naturel, c'est pas que normal. Ce qu'on faisait avant, si on le refait aujourd'hui, c'est plus forcément naturel. Ça peut demander un effort et il faut célébrer cet effort. Fatima, elle parle du temps, en fait. Les sociétés ne nous laissent parfois pas le temps, notamment après un licenciement ou une période de chômage qui défile Mmh, et vous rappelle à l'ordre l'injonction de vite retrouver une activité mmh, professionnelle. C'est pas facile, c'est pas les moments les plus faciles parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est un coup sur la tête en fait, ça arrive d'un seul coup et après il y a une espèce de spirale qui se met en place avec oui une injonction de devoir des comptes, de retrouver une activité ou de bâtir une activité. Mais je pense que ce que tu as dit, Patricia, c'est quand on est dans l'action et sans se mettre justement dans cette spirale de l'injonction, essayer de se distancier de ça, je crois, et puis de se bâtir son propre parcours et d'être convaincant face à, parce que souvent, bah, il faut aller donner des comptes un petit peu à son conseiller Pôle emploi, expliquer où on en est, mais déjà se convaincre soi-même du parcours qu'on fait, et puis de la mesure et du temps qu'on peut utiliser pour le faire, et qui n'est pas le temps de tout le monde. C'est vrai que souvent, c'est pas facile, de se présenter, de présenter moi, je fais souvent des interventions chez Pôle emploi et parfois on demande aux gens de se présenter en méthode d'ascenseur. Il faut se mmh. présenter
en moins d'une minute presque. Mmh. Si on prenait l'ascenseur au niveau zéro, on arrive au 4e étage et c'est horrible en fait, parce qu'on ne peut pas tous fonctionner comme ça. On n'est pas tous capables de se synthétiser en 4 étages en fait, en le temps de 4 étages. Il y a ça aussi et après je pense qu'on a aussi une habitude d'être beaucoup dans la tête et que finalement cette pression de l'horloge qui tourne, des mois qui défilent, elle se passe aussi beaucoup dans ce poids, dans cette charge, dans cette rumination qui fait que si je ne pense qu'à ça et ça prend beaucoup de place et on comprend pourquoi, ça peut m'empêcher aussi finalement d'avancer. Moi, je constate parfois que finalement prendre 1 heure pour ne rien faire ou pour faire totalement autre chose que chercher du travail. Je prends l'air, je vais marcher, j'écoute une musique, je danse pendant 5 minutes, je me défoule, je suis adepte du yoga, j'aime cuisiner. Ce temps qui est pris pour faire des choses avec les mains va venir nourrir parce qu'en fait, on a besoin de quoi? On a besoin d'être en forme. On a besoin effectivement, c'est ce que tu dis, voilà, d'avoir les critères de conviction qui vont faire qu'on va nous donner une chance, qu'on va avoir envie. Mais finalement, on va venir le nourrir de tout son être, pas seulement avec sa tête, en fait. Du temps de qualité qu'on va passer avec un proche va venir vous soutenir et en fait, l'idée, c'est que quand on a voilà, quand on a je veux dire quelque part, quand on a perdu un emploi, quand il y a comme un effet de un relent de punition. Mais on n'est pas puni et on n'a pas à être obligé de rester dans notre chambre ou enfermé dans notre grotte parce que non. La question, ce qui est important aussi, c'est de dire: «Voilà, attention à la double peine». Ça suffit, il y en a déjà assez comme ça, quoi. La pression du temps, j'ai perdu mon emploi. Non, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se restaurer soi-même, se faire du bien? Et c'est là vraiment, je dis voilà, tout ce qui peut être mis en place en termes de voilà, d'écouter des histoires un peu inspirantes, des podcasts, participer à des ateliers de co-développement, de l'entraide, donner du temps, je cherche du boulot, mais je peux donner 1 heure par jour à une cause. Je suis utile. Bah, ce sentiment d'utilité, il va venir là aussi me redresser. Je vais le voir physiquement. Je me redresse un peu, petit à petit, je me redresse et je suis fière de moi parce que oui, je suis debout. Je suis debout. Tout à fait, c'est ça et c'est je crois, hem, aussi se construire sa propre stratégie avec ses propres outils. C'est-à-dire qu'en fonction de ses contraintes à soi, de son environnement, c'est pouvoir se faire c'est comme une sorte de planification de comment on va rebondir en fait, comment on voit les choses. Après ça ne se passe pas toujours comme on les voit au départ, mais au moins pouvoir l'exprimer et dire: «Ben, je vais essayer de m'y prendre comme ça. Je vais essayer de prendre ce chemin-là». Puis au fur et à mesure, petitement, on finit par arriver à construire les choses. Mais c'est vrai que quand on doit, avoir ce temps qui passe et on ne sait pas comment on va le gérer, mais si on le gère un petit peu par anticipation, si on imagine ce qu'on pourrait faire avec, et comme tu dis, le structurer avec des choses qui n'ont rien à voir aussi et qui vont permettre de se ressourcer, de reprendre des forces. Parce qu'il faut des forces un peu. Il faut pas s'oublier et j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi sur le fait de s'occuper de soi. Parce que ça passe par bien manger, bien dormir. Alors l'idée du carnet aussi, c'est, moi je dis souvent, hein, depuis le début du confinement, prenez un papier, un crayon, mettez-le à côté de votre lit, sur votre table de nuit, parce que dans la nuit, forcément, vous vous réveillez, vous ne dormez plus, vous pensez à un truc, mais si vous écrivez ce qui vient de vous passer par la tête, si vous le posez par écrit, même vite fait, en fait, vous allez vous rendormir parce que finalement, ça, vous l'avez transmis à quelqu'un d'autre quelque part. Vous l'avez transmis au papier, mais vous l'avez plus en tête. Et le lendemain matin, vous aurez des idées beaucoup plus claires. Et il y a j'ai eu beaucoup de gens que j'ai suivis pendant le premier confinement qui m'ont rappelé en me disant qu'ils continuaient à le faire et que c'était un petit truc, mais tellement, tellement utile et tellement aidant en fait. Voilà, il faut déléguer en fait et c'est valable pour tout dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses qu'on ne sait pas tout faire, mais il faut déléguer parfois sa petite voix, là, il faut la mettre sur un autre rail, en fait. Petit Mmh. rail. J'ai bien aimé la petite voix aussi dont tu as parlé tout à l'heure. Et du coup, ça me fait penser à un truc, regarde, cette tasse, ce verre d'eau là, Ouais, est-ce que vous avez une petite idée du poids de ce verre d'eau? non. Si je le porte là et que je le pose tout de suite, mais si ce verre d'eau, je le garde dans la main pendant 1 heure, toute la journée, et si je le garde la nuit aussi, à la main, il va pas peser 300 grammes, il va peser des tonnes. Donc
à quel endroit, et c'est l'image de ce que tu dis, à quel endroit je peux poser, externaliser. Vous avez tellement raison. Mais comment éviter de procrastiner même si j'ai le sentiment de faire ce que vous dites? Bah, c'est Ah, que vous le faites bah alors. oui, Si vous c'est que sans doute vous le faites. Vous êtes là, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui. Je pense que c'est ouais, c'est vraiment, c'est, mais c'est un vrai sujet, la ouais. procrastination Mmh. aussi, chez les gens qui ont un projet, qui portent un projet. Mais parfois, c'est pas parce qu'on l'a pas posé sur le papier, le projet, ou parce qu'on n'a pas fait la chose. Il y a des gens qui fonctionnent différemment. Il y en a qui vont avoir besoin d'écrire 50 pages pour arriver à produire quelque chose. Puis il y en a d'autres, ça va rester dans leur esprit pendant 3 semaines, 1 mois, et ça va sortir d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas d'injonction à suivre. Il y a ses propres forces et faiblesses à utiliser, je crois, et à Mmh. essayer de faire un peu comme l'équilibriste, à essayer de les mettre de tenir cet équilibre le plus possible. Et puis, la procrastination, c'est souvent une histoire de perfectionnisme aussi. Donc, il faut être un petit peu moins perfectionniste. Enfin, quand on est dans ces étapes de difficulté, de deuil, de maladie, de licenciement et tout ça, je pense que le perfectionnisme, il faut le laisser aussi un peu de côté, parce que sinon on se bloque, en fait, on se bloque tout seul. On fait comme on peut, C'est ça, du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut, voilà. du coup, c'est vrai que c'est vraiment pour clore un peu sur ce qui a été dit sur l'histoire de la graine, en fait. Il y a quelque chose, ouais, on va se cultiver soi-même. Alors, 1, qui ne se plante pas ne pousse pas. Donc ça, première des choses pour le droit à l'erreur et le droit à l'échec. Et on tire pas sur un brin d'herbe pour qu'il pousse. Voilà, donc on sait qu'on a ce qu'on a soi, et comment on peut avec le collectif, voilà. Et puis effectivement le lien pour ajouter un petit peu de soleil pour faire pousser la graine. Ben voilà, vous me rassurez, et on a les remerciements de Fatima. Ben, c'est le but, hein, de cette webconf, c'était aussi d'apporter des éclairages et puis de réassurer, je pense. Je te laisse dire le petit mot de la fin, parce que je vois que le compteur tourne, l'heure tourne. Oui, il leur tourne. Bah, le petit mot de la fin, oui, c'est, j'ai envie de dire, osez la confiance. Osez vous faire confiance. C'est un pari, la résilience. On va dire, voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on peut agir, et surtout, oui, ne pas hésiter à mobiliser les réseaux qui sont autour de nous, parce que non seulement, voilà, ça va faire du bien, ça va nous aider, mais en plus, pour ceux qui vont avoir la chance de vous aider, en plus, eux, ça va leur faire du bien aussi. Donc, soyons tous des princesses. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. Mmh. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pourrez récupérer le replay à partir de demain. Et je vous souhaite à tous un beau chemin Mmh. sur cette résilience. Mais faites du mieux que vous pouvez, c'est ça l'essentiel. Merci à tous. Au revoir. Merci, Patricia. Merci, au revoir. Au revoir.